Par la paix, il faut préparer la guerre. Oui. On le sait. Donc on peut très bien imaginer que la politique française pourrait être de diplomatie, d'intelligence, de discussion avec les chancelleries, de mise en place d'une stratégie. On voit ensuite si ça marche ou si ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, alors la guerre. Bien sûr. Mais quand on aura envoyé le porte-avions Charles de Gaulle au large et qu'on aura envoyé nos avions, qu'est-ce que ça aura produit comme type d'effet sur les banlieues? Est-ce qu'on peut imaginer que ceux qui sont prêts à mourir aujourd'hui, ils vont arrêter? Mais comment on en est arrivé là dans les banlieues? Vous parlez du deuxième front qui est le front intérieur. Oui. Il me semble que c'est en soi un problème. C'est la question de savoir ce que nous avons à proposer, comment on a accepté le multiculturalisme, comment on a accepté que des gens nourrissent une autre culture. Bien sûr, vous avez raison, ça fait 15 ans et vous le savez bien que quiconque dit que le réel a lieu passe pour un suppôt de Marine Le Pen. Si vous dites islam, immédiatement vous êtes islamophobe. Vous dites j'ai encore rien dit. Si vous dites identité nationale, vous êtes vichiste et vous êtes pétiniste. Vous dites mais j'ai encore rien dit. Si vous dites l'école républicaine, on vous dit etc., etc. Tout de suite, il y a une interdiction de penser. Il y a une invitation à obéir au discours officiel du genre, effectivement, le cosmopolitisme, le bonheur de l'humanité, il n'y a pas de problème. Très bien. C'est un discours dont ceux qui le tiennent depuis 25 ans pourraient avoir la modestie de nous dire qu'il n'a pas marché. Vous voulez dire que, en gros, c'est parce que le réel est en train d'apporter un démenti qu'il y a cette virulence, notamment contre vous, mais contre beaucoup d'autres. En ce moment, c'est vous. Pourquoi en ce moment, c'est vous ? Oh, il y a sûrement des explications personnelles. Je pense que M. Geoffrin a des problèmes personnels. Nature quasi... C'est pas aussi dans votre façon d'exprimer les choses qui est particulièrement abrupte? Non, c'est dans ma... je dis les choses telles qu'elles sont. Et non, je crois que c'est un trajet sociologique à la Bourdieu, je dirais. Moi, je suis ni agrégé, ni normalien, ni parisien. Je suis pas un héritier, je suis pas un copain, je suis pas dans les tribus parisiennes dans lesquelles il faut se trouver. Je refuse les pouvoirs officiels et institutionnels. Ces gens-là ont tout fait pour avoir tout ça. Ils dominent, ils ont des positions dominantes depuis le dernier quart de siècle. Surtout la culture, la pensée, les idées, etc. Aujourd'hui, le monde qui advient est un monde qui advient en fonction de leurs catégories, de leurs critères. Ils ont voulu l'Europe, ils ont eu l'Europe. Ils ont voulu l'euro, ils ont eu l'euro. Ils ont voulu la destruction de la République, ils ont eu la destruction de la République. Et puis on se dit, vous l'avez vu, ça marche pas. Ça a produit de la misère, du chômage, de la pauvreté, ça produit aujourd'hui du terrorisme. Qui est responsable? Eh bien, celui qui dit que c'est une cause qu'il faut aller chercher du côté de la proposition politique de ces gens-là. Est-ce qu'on ne se plante pas complètement, justement, sur ces critères de gauche et de droite et que c'est à force de vouloir absolument faire rentrer des gens dans des cases qu'on se retrouve avec des aberrations qui font qu'aujourd'hui, certains, même à droite, vous trouvent fort sympathique alors qu'avant, vous étiez le diable pour eux? Oui, mais parce que moi, je persiste à penser que droite et gauche, ça signifie pas la même chose. Je persiste à penser que, historiquement, j'en ai parlé dans Politique du rebelle, je parle d'une mystique de gauche à l'époque. C'est quoi la mystique de gauche? C'est de se sentir viscéralement du côté du peuple, des opprimés, des sans-grades, des sans-voix. Et dans l'histoire, je regarde... Ce fameux peuple old school qu'on vous a reproché. Absolument. Et ce peuple-là, c'était la gauche qui traditionnellement le défendait. Donc moi, je suis fidèle à cette mystique de gauche. Et j'estime simplement qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'il faudrait détruire l'école parce que c'est pas l'école républicaine qui permettait à des enfants comme moi, fils d'ouvriers agricoles et de femmes de ménage, de s'en sortir. Aujourd'hui, ça n'est plus possible pour un fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage. C'est pire que tout. Nous avons l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE et elle ne l'était pas avant. Voilà. Donc je défends cette école, je passe pour un fasciste, mais je le fais depuis le début. Je fais depuis le début cette défense de l'école. Je fais depuis le début l'éloge de l'éducation populaire. J'ai créé une université populaire pour lutter contre les idées du Front National en 2002. Il y a une perception de votre parole qui est problématique en ce moment, et peut-être que ça vient de Twitter, de la façon dont vous intervenez, sur les chaînes d'information. Vous êtes un philosophe. Moi, votre dernier livre, Cosmos, est pour moi un livre absolument immense, je le dis très franchement. C'est un livre de réflexion sur notre rapport à la nature, sur l'urbanisation qui détruit l'humanité. C'est un livre magistral. Pourquoi y a-t-il cette différence de perception entre ce travail-là et cette parole qui peut-être se perd dans le flux de l'actualité, qui vous oblige à raccourcir la pensée? Est-ce que c'est le rôle d'un philosophe? Ça dépend des philosophes. Il y a des gens qui interviennent tout le temps, il y a des gens qui interviennent jamais. Moi, j'interviens probablement trop. C'est une souffrance, du coup? Non, mais c'est une fatigue. C'est pas une souffrance, non. Je sais ce que je pense, je sais ce que je dis, j'ai pas failli, donc ça va. Il y a des gens que j'aime qui sont mes points de repère et que j'interroge pour savoir si je déraille ou pas. Et puis, c'est ça qui m'importe. Donc, non, il y a juste un moment donné où j'ai créé ce compte Twitter, pas par désir d'être moderne ou branché, mais simplement parce
parce que je m'en prends plein la figure dans la presse. Mais du coup, vous vous en prenez plein la figure sur Twitter, avec une violence absolument... Ouais, c'est la lettre anonyme qui est devenue institution, Twitter. Les gens se cachent, n'ont pas de nom, et on peut insulter, etc. Et puis après, vous avez des moments où le Premier ministre qui estime que je suis devenu un type d'extrême droite, effectivement, je reprends son propos, je mets 2 points crétin, point d'exclamation, et ça devient Michel Onfray a traité le Premier ministre de crétin. Ce que j'ai pas fait. J'ai répondu à son insulte par un commentaire. Vous savez d'où ça vous vient, ce côté combattant? Cette façon Oui, de très redresser précisément. les torts, Oui. cette façon de... J'ai subi l'injustice quand j'étais petit garçon et je n'ai jamais supporté l'injustice. Voilà, donc c'est très simple, je l'ai subi. Je ne vais pas raconter toute ma vie privée ou dans l'intimité, mais au moins dans des endroits institutionnels, des orphelinats. Quand vous étiez à l'orphelinat, oui, vos c'est parents ça, vous ont... mais pas seulement. Moi, j'acceptais d'être puni si j'avais vraiment commis une erreur, si j'avais fait une bêtise. Mais quand on est puni et qu'on n'a rien fait, alors, il y a un moment donné, on se dit non, c'est pas possible. Eh bien, moi, je l'ai vécu viscéralement dans ma chair et je suis ainsi fait que j'estime que si effectivement Camus a été impeccable pendant la Deuxième Guerre mondiale et que Sartre ne l'a pas été, il n'y a pas de raison de ne pas le dire. Et que quand on nous dit que Camus est un philosophe pour classe terminale alors que Sartre est un grand philosophe pendant qu'il écrivait dans les journaux collabos, pendant que Simone de Beauvoir travaillait à Radio Paris, je restitue une vérité qu'il faudrait instituer, qu'il aurait fallu instituer. Donc si le philosophe ne fait pas une déconstruction des mythes, s'il n'y a pas une démythologisation, qu'est-ce qu'il fait comme travail, le philosophe alors? Vous êtes toujours le petit garçon qui a le sentiment d'injustice, parce que vous revenez très très souvent à ce petit garçon. Bien sûr, mais la plupart du temps, les adultes ont tué l'enfant qui était en eux. La plupart du temps, ils ont trahi. Tout le monde, quand on avait 14 ans, 15 ans, tout le monde s'est promis de faire ceci, de faire cela, etc. Moi, je me suis fait quelques promesses que j'essaie de tenir, oui, parce que comme je disais, le père ouvrier agricole, la mère femme de ménage, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de livre à la maison, on crève la faim parce qu'on n'a pas les moyens, évidemment, de sortir, etc. On se tait, on se fait tutoyer par des gens qu'on vous voit, des patrons qui nous méprisent, qui viennent nous chercher le dimanche en disant tu vas bosser, et puis qui ne paient pas, etc. Donc le sentiment de l'injustice, c'est quelque chose que j'ai ressenti à cette époque-là et qui ne m'a jamais quitté. Donc simplement aujourd'hui, je ne suis plus le fils de Gaston, mon père, qui se faisait humilier. Je suis quelqu'un qui peut dire de temps en temps, je ne suis pas d'accord, ça se fait pas, on ne fait pas ça, on ne se comporte pas comme ça. Alors après, ça se passe comme ça sur tous les sujets, puis ça produit les effets que ça produit, et ça m'est absolument égal. Vous avez une pierre de soleil dans votre poche, toujours? Non, dans la tête. Parce que c'est une allusion à ce conte philosophique que vous avez écrit, où vous revenez encore à ce petit garçon avec son père ouvrier agricole. Pourquoi avoir écrit un conte philosophique? Pourquoi avoir écrit une histoire poétique avec les dessins de Mylène Farmer qui sont venus, qui sont d'ailleurs très jolis, qui viennent illustrer ça? Pourquoi utiliser ces mots-là? Parce que j'ai fait un texte qui s'appelle La constellation de la baleine, qui a été publié aux éditions Galilée et qui ne m'a valu aucun papier. Et quand j'ai fait ce texte, je suis allé avec un ami compositeur, Pierre Tilloy, qui lui a fait une œuvre sur la constellation de la baleine. Et je lui ai dit, je voudrais offrir un truc à ton fils. On a regardé. Puis j'ai dit, tu sais, on devrait écrire une version pour ton fils. Et il me dit, ah mais fais-le, moi j'adorerais, on pourrait faire quelque chose, Jean-Pierre et le loup. Et donc j'ai fait ce texte, un conte, c'est-à-dire le même texte, mais pas l'espèce de grand truc lyrique, poétique que j'avais fait, mais un conte pour enfants. Et il faut s'adapter à ce que sont les enfants. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit ce texte, je me suis dit, mais je l'écris pour quel âge? Je sais pas, moi, j'ai pas eu d'enfant, je sais pas à quoi ressemble. J'ai vu des enfants de copains, quoi. Donc on Mais voit bien la différence. c'était un choix de ne pas avoir d'enfant. Oui, bien sûr. Ah oui, et je regrette pas. Pourquoi? Parce que je crois qu'on ne peut pas envoyer dans le monde des enfants à qui on enseignerait à être un Romain, ce qui, moi, est mon idéal. Oui. Et puis de l'autre côté, lui dire tu ne vas pas composer dans la vie. Moi qui ne compose pas dans la vie n'est pas facile. On s'en prend plein la figure. Si vous composez, si vous louvoyez, si vous êtes un peu hypocrite, un peu démago, tout se passe très bien. Vous savez très bien ce qu'il faut faire aujourd'hui pour bricoler, magouiller, etc. Si vous dites non, on ne bricole pas, on ne magouille pas, il y a un idéal, c'est comme ça, c'est ainsi. Prends des coups, et puis parfois les gens nous disent bravo, merci, mais c'est ainsi qu'il faut faire. Moi je me vois mal enseigner à un enfant une schizophrénie qui consisterait à lui dire tu dois dire la vérité
Mais en même temps, le voir revenir de l'école en disant, j'ai dit à la maîtresse un truc désagréable mais vrai, et moi lui dire, bah oui, mais il faut pas le dire. Donc commencer à lui apprendre la vérité, mais lui apprendre aussi le mensonge. Un peu comme chez Orwell, c'est-à-dire tu ne tueras pas sauf de temps en temps, tu ne mentiras pas sauf de temps en temps. Je n'aurais pas su faire ce travail-là, d'une part, puis d'autre part, je dirais être un fils ou fille de Michel Onfray, c'est insupportable. Soit il me ressemble, c'est pas idéal, et soit il me ressemble pas, c'est pas idéal non plus. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie C'est moi. beaucoup d'être venu et de nous avoir parlé des romans parce qu'on en parle de moins en moins. Bah, ça c'est sûr. Au revoir Michel. Merci. Merci.